Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Radio Pléiade après 2 semaines de pause. Eh bien, nous sommes le lundi 30 janvier 2023, et oui, déjà le 30 janvier, et donc bienvenue sur la radio du lundi qui réveille le Jedi qui est en vous, enfin j'espère en tout cas. Et, euh, et ce soir, nous allons parler de la dernière mise à jour de Situation planétaire, que j'ai en partage d'écran, qui s'appelle l'équateur de la déesse. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire ce soir. Donc j'espère que ça tiendra dans les 2 heures max, j'espère. En tout cas, merci à vous d'être présents. Merci pour votre attention et votre fidélité. Donc on va parler mythologie pour changer ce soir. Oui, mythologie et préhistoire. On va aussi vous demander, comme d'habitude, de faire travailler votre discernement autant que faire se peut, puisque, encore une fois, ce sont des informations très perchées que nous manipulons, qui ne sont pas audibles, entendables par la majeure partie de la population à la surface de cette planète. Donc, faites travailler votre discernement. Et alors, je vais faire aussi 2 annonces rapides, alors même 3, on va dire. Donc la première, c'est que l'émission de Radio Pléiade, une fois n'est pas coutume, pour lundi de la semaine prochaine, donc est programmée, et elle se fera avec un invité, Jean-Luc. Donc merci Jean-Luc d'avoir accepté l'invitation pour venir faire une émission en fait pour parler justement de l'électromagnétisme. On va vous déniaiser sur l'électromagnétisme et on va parler justement de sujets qui sont abordés dans les communications de Cobra notamment ou ailleurs. On va parler d'ondes scalaires, on parlera de 5G aussi, enfin voilà, en tout cas tout un tas de sujets autour de l'électromagnétisme pour vous aider à avancer sur ce sujet-là. Deuxième annonce, le lundi d'après, pareil, un Radio Pléiade déjà programmé avec Thierry cette fois-ci pour vous parler en fait de la divulgation OVNI, le sujet le secret le mieux gardé à la surface de cette planète, à travers notamment les écrits et les films de Stephen Greer. Voilà, donc un beau programme en perspective. Et dernière annonce, le 11 février, nous aurons un marathon spirituel pour la communauté internationale. Donc voilà, si vous comprenez un petit peu l'anglais, un tant soit peu l'anglais, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je republierai de toute façon les liens qu'il faut pour ce nouveau marathon international. Donc voilà, c'est terminé pour les annonces. Et on peut rentrer directement dans le vif du sujet, donc l'équateur de la déesse Kezako. Eh ben, ça commence par une image. Ça commence par une image, en fait, où un équateur a été griffonné sur un globe terrestre. Alors, est-ce que c'est vraisemblable que ce soit Cobra qui l'ait fait à main levée? C'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, je ne sais pas qui l'a fait. Et on voit effectivement que cet équateur, on reviendra sur le fait que ce n'est pas l'équateur penché dont parlent certains, parce que la Terre, avec le basculement des pôles, avec d'éventuels déplacements crustals dont on a beaucoup parlé justement sur nos émissions, il est vraisemblable que le manteau ait bougé, que la croûte terrestre ait bougé sur le manteau à plusieurs reprises, et il y a eu sans doute plusieurs positions d'équateur. Et donc, ce n'est pas l'équateur penché dont parlent certains, c'est un équateur peut-être plus ancien, mais on va en parler justement. Donc, alors que les forces de la lumière essayent d'apporter autant de lumière que possible à la surface de la planète, dans leur projet de retour de l'esprit, l'ancienne grille de lumière atlante est réactivée. Alors, oui, bonsoir à tous, merci. Alors, de quoi parle-t-on? Alors déjà, première chose, je trouve que j'aurais dû peaufiner un peu mieux la traduction. L'ancienne grille de lumière atlante est réactivée. Que faut-il comprendre? Il ne faut pas comprendre qu'elle est déjà réactivée. Il faut comprendre en réalité qu'elle est en cours de réactivation. Le terme anglais utilisé par Cobra étant is being reactivated, donc est en cours de réactivation. Donc elle n'a pas été activée, elle est en cours de réactivation. Donc ça c'est important. Et alors depuis pas mal de temps, il commence un post sans parler de chimère, donc c'est bien, ça nous rafraîchit un petit peu, ça nous change.
ça nous change de d'habitude, et c'est très bien. Mais de quelle Atlantide parle-t-on finalement? Alors, moi, je vous renvoie, pour les curieux, pour ceux qui veulent approfondir, donc à une publication sur évolution vibratoire très intéressante. D'ailleurs, je peux le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Elle est très intéressante. C'est la chronologie. Enfin, d'autres personnes m'ont aidé à le faire. C'est la chronologie justement à la surface de la planète, de toute cette guerre entre l'ombre et la lumière. Et on retrouve pas mal d'informations par rapport à l'Atlantide. Et dans cette chronologie, donc, vous allez trouver des informations du genre que l'Atlantide, telle que nous la connaissons, a commencé il y a peut-être 1 million d'années. Et ce que la plupart des gens décrivent comme l'Atlantide n'est que la dernière période véritablement de l'histoire de l'Atlantide, qui remonte peut-être à 10 ou 20 000 ans. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans des anciennes publications de Cobra, notamment une, une interview qu'il avait faite avec l'équipe eurasienne en octobre 2016, pour ceux qui souhaiteraient approfondir. Les premiers archontes sont arrivés, disait Cobra, il y a environ, alors pas sur Terre, vous allez comprendre, il y a environ 900 000 ans, ils sont entrés dans le système solaire. Donc les archontes, je ne vous refais pas un topo sur les archontes, ils ont posé leur base sur les lunes de Saturne, ils ont posé leur base sur Mars. Il y a eu des combats, parce qu'il y avait d'autres groupes dans le système solaire avec leurs propres intérêts, avec des intérêts divergents. Ils ont installé leur base sur la Lune, ils ont atterri en Antarctique et sont finalement arrivés en Atlantide. En fait, un groupe est descendu au Congo, et là on ne parle pas bien sûr de 1996, mais 1996 était une espèce de remake de ce qui s'est passé effectivement du temps de l'Atlantide. Un autre groupe est arrivé en Antarctique, puis ils ont lentement migré vers l'Atlantide, parce que l'Atlantide était à l'époque un paradis tropical. Et là, c'est un extrait de l'interview avec le docteur Michael Sala d'octobre 2017. Les cultes d'Isis sont les vestiges en fait des cultes de la déesse originelle qui ont été apportés à l'Atlantide par la race centrale, donc la race centrale galactique, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. L'Atlantide donc a été une civilisation mondiale qui a guidé et encouragé par différents été encouragé par différents groupes de races cosmiques. Et notamment, on en parle souvent, on en parle encore, une aide pléiadienne a amené l'Atlantide à son apogée il y a environ 200 000 ans. Voilà, nous, ce qu'on appelle communément l'Atlantide, en fait, en réalité, c'est la chute de l'Atlantide. Mais l'apogée de l'Atlantide, c'était il y a environ 200 000 ans. Donc, il y a eu une colonisation à partir du système stellaire de Sirius, qui a élevé au plus haut la civilisation atlante, il y a environ 75 000 ans. Chacune des races galactiques a apporté son aide en donnant des technologies, des enseignements spirituels, et chacune de ces races a créé son propre réseau sur Terre à l'époque, par des villes de surface, des villes souterraines, des tunnels, des pyramides souterraines, des pyramides souterraines, vous entendez bien, des apports de cristaux, de technologies de stabilisation des plaques tectoniques. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui ont été dites dans des publications passées. Et donc le retour de l'esprit dont il est question, je vous le rappelle, donc voilà, que nous dit-il, donc les forces de la lumière essayent d'apporter tant de lumière que possible à la surface de la planète dans leur projet de retour de l'esprit, l'ancienne grille de lumière atlante étant en cours de réactivation. Donc le retour de l'esprit, c'est une référence à la publication précédente. Lorsque, vous vous souvenez, il nous disait, lorsque la masse critique des trous noirs sera éliminée, à la surface de cette planète, l'énergie spirituelle positive du plan bouddhique, on a commenté cela, commencera à nouveau à se précipiter sur les plans mental, astral, éthérique et physique à la surface de la planète pour la première fois depuis 1996. Et c'est ça le retour de l'esprit. Donc cette énergie spirituelle positive, lorsqu'elle sera suffisamment importante, provoquera la nouvelle renaissance, le véritable réveil spirituel de l'ère du Verseau, et sera le fondement de l'activation de l'opération Dreamland dont nous avons aussi parlé. Pour les curieux, je vous renvoie donc à la dernière mise à jour commentée. Donc la matrice est basée sur tout un tas de technologies, vous le savez, on a parlé des implants, on parle souvent aussi du voile, mais cette matrice est aussi basée sur la corruption de la grille énergétique terrestre.
Et de quoi justement Cobra nous parle-t-il? Il nous parle du nettoyage justement, de la restauration de cette grille énergétique terrestre pour enlever cette corruption de la grille énergétique terrestre par l'attaque des vortex, par des lieux de souffrance qui ne sont souvent pas choisis au hasard d'ailleurs, qui peuvent être justement des lieux de vortex, des lieux sur lesquels on va imprimer une souffrance humaine particulière, soit à travers des champs de bataille, à travers des actions énergétiques qui peuvent être faites, à travers des traumatismes qui peuvent être faits. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous connaissez malheureusement un petit peu ce qui peut se passer dans les mondes souterrains. Donc voilà, une corruption de la grille énergétique. Donc un aspect très important, et là je reprends la lecture de cette publication, un aspect très important de ce processus est donc la réactivation des anciens vortex de la déesse Atlante reliée à l'ancien équateur Atlante. Alors, c'est quoi? C'est des vortex de la déesse. Peut-être que vous pourriez légitimement vous poser cette question. Eh bien, voyez-le comme des vortex d'énergie qui incarnent la polarité, le divin féminin. Ne le voyez pas comme un retour au paganisme et à la volonté de Cobra de nous faire vénérer d'anciennes déesses préhistoriques. Je pèse mes mots puisqu'on en reparlera justement tout à l'heure. Mais il s'agit bien tout simplement de finalement tout ce qu'on parle en fait. En réalité, il essaye d'unifier les connaissances. Cobra essaye à travers ses différentes publications d'unifier aussi bien justement la physique quantique avec l'histoire, la préhistoire, la mythologie, etc. Tout un tas de choses. Donc en fait, quand on parle de vortex de l'ADS, on parle de vortex d'énergie, donc qui imprime justement, enfin qui caractérise le divin féminin. À l'époque de l'Atlantide, donc de puissants temples ont été construits de part et d'autre de l'équateur. Ils étaient directement connectés au vaisseau mère de la Confédération galactique qui était stationné directement au-dessus d'eux en orbite géostationnaire. Ces temples ancraient l'énergie divine de la déesse, donc j'ai mis une petite note, divin féminin, à la surface de la planète, tandis que les temples des pôles, donc comprendre le pôle sud et le pôle nord, ancraient l'énergie divine de Dieu, donc comprendre cette fois-ci le divin masculin. Donc là, c'est tout à fait intéressant parce que il en parle assez peu d'ailleurs du divin masculin. Et donc là, il explicite cette double polarité pour une fois, pour pouvoir mettre en avant justement la nécessité de l'équilibre entre le divin masculin et le divin féminin, qui n'est pas caractéristique de notre époque actuelle, mais qui a été une des caractéristiques dans l'histoire de la Terre, donc de l'époque passée. Donc, d'une certaine façon, permettez-moi de faire une analogie avec, par exemple, la philosophie chinoise. Vous connaissez tous l'analogie avec le yin et le yang. Donc ici, le yin-yang s'exprime par une différence de polarité entre les pôles et l'équateur. Alors moi, j'aurais envie de dire intuitivement, moi je trouvais que l'équateur c'est plutôt chaud, les pôles sont froids, donc on pourrait plutôt mettre le yang à l'équateur et le yin au pôle. Mais apparemment, il n'en est rien. Une vision un peu différente. Alors j'ai essayé de retrouver justement, j'ai pas pu faire suffisamment de recherches en préparation de cette émission pour pouvoir vérifier ce qu'il en était dans la philosophie chinoise. Mais ici, il n'en est rien, et peut-être qu'il faut raisonner à l'inverse, c'est-à-dire que le pôle, finalement, c'est celui qui tient l'axe de rotation de la Terre, hein, donc quelque part, justement, c'est la force qui tient et qui fait tourner la planète Terre. Et l'équateur, c'est la zone équatoriale qui est, on le sait tous, une zone qui génère une vie abondante, là où il y a de l'eau en tout cas, puisqu'il y a beaucoup de chaleur et ça génère en général une végétation luxuriante et une explosion de vie. Donc ça peut être une autre façon, donc le yin représentant justement la génération de la vie sous toutes ses formes. Donc ça peut être une autre façon justement de voir les polarités, le yin et le yang, donc en opposant l'équateur au pôle. Donc une vision tout à fait intéressante. Et je vous invite à vous questionner sur cette polarité, justement. Peut-être que si vous trouvez des choses intéressantes, n'hésitez pas à les partager, bien évidemment.
Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais posé la question à la conférence de Cobra à Paris en décembre 2022 sur quelle est la quantité d'énergie de la déesse à la surface de la planète. C'était très intéressant parce que c'était une question de fin de session. Et il a répondu en fait almost zero, ce qui veut dire à peu près zéro, ce qui a fait déclencher une grande réaction dans la salle et ce qui a déclenché la mise en pause de la salle. C'était assez intéressant. Donc j'espère que aujourd'hui, si nous lui posions cette même question, j'espère qu'il ne répondrait plus de la même façon. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer d'après en lisant donc cette mise à jour de situation planétaire. Et alors pourquoi était-il finalement nécessaire d'appuyer ces énergies à l'époque atlante par des vaisseaux mers en orbite géostationnaire? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre? Alors moi, l'explication que je donnerai à cela, c'est que c'était sans doute justement, c'était au moment de la période du basculement dans l'obscurité, vous vous souvenez, donc les derniers temps de l'Atlantide, avant les cataclysmes qui ont mis fin à l'Atlantide. Une fraction de l'humanité incarnée à l'époque voulait faire justement l'expérience de la dualité, des implants, etc. C'était des choses qui avaient été sciemment consenties à l'époque. Et peut-être que justement la lumière voyant, sachant que la fin de l'Atlantide allait marquer une période de bascule dans l'ombre, peut-être qu'ils ont essayé à travers cet appui logistique des vaisseaux mers d'imprimer un maximum de lumière lorsqu'il était encore possible de le faire. C'est mon hypothèse en tout cas, puisque sur une planète non occupée ou non menacée, je ne vois pas l'intérêt de positionner des vaisseaux mers en orbite géostationnaire au-dessus d'une planète pour appuyer des vortex, puisque ces vortex, dans une situation claire, doivent être alimentés naturellement par l'énergie universelle, l'énergie divine, les tachyons, de façon tout à fait universelle dans la musique des sphères telle qu'elle s'applique dans les mondes qui ne sont pas occupés ou menacés par des forces obscures. Voilà, en tout cas, moi, c'est l'hypothèse que j'en fais. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit également? Donc, il nous dit les temples de la déesse avaient toujours un lac sacré situé à proximité où le vortex, ici, où le vortex de la déesse était ancré par l'intermédiaire d'un être angélique féminin guidé par Yona. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette divinité, encore un retour aux divinités, Yona. Alors moi, j'essaye de faire des recherches là-dessus. Je sais d'expérience pour avoir lu des livres donc de la sphère anthroposophique et notamment des livres de conférences de Rudolf Steiner qu'il en est question dans l'anthroposophie et dans les conférences de Rudolf Steiner. Ceci étant, il est très difficile de trouver une information fiable sur Yona, donc cet être, voilà, qui guide des êtres angéliques féminins. Il est très difficile de trouver des informations fiables à ce sujet. On tombe souvent sur des choses assez peu fiables ou bien des personnages de jeux vidéo, ce qui est assez exaspérant. Et alors, on peut noter quand même, donc il y a une île en Écosse qui s'appelle Iona. Et il y a un écrivain écossais, justement, William Sharp, qui a fait référence à une vieille prophétie selon laquelle le Christ reviendra sur Iona, ce qui suppose que le Christ a déjà visité Iona dans une ancienne tradition orale. Donc on peut, je dirais, relier, et c'est tout à fait aussi le sens de l'anthroposophie, la divinité Iona à une tradition christique, à des énergies christiques. Voilà, moi en tout cas, ce que je peux vous en dire. Et alors pourquoi un lac à proximité de ces vortex qui impriment les énergies de la déesse? Eh bien peut-être parce que l'eau, pour en revenir à notre concept de yin et de yang, peut-être parce que l'eau justement est yin par essence, peut-être, mais j'ai envie de dire aussi que, mais finalement, là, Cobra nous dit que il y aurait des êtres angéliques féminins, mais s'il y a des êtres angéliques féminins, alors il y a des êtres angéliques masculins. Ah oui, d'ailleurs, il me semble bien que dans la philosophie chrétienne, on n'entend parler quasiment que d'êtres angéliques masculins. Tiens donc,
peut-être que la philosophie chrétienne aurait été marquée du sceau de la Kabbale pour justement supprimer de notre mémoire, de notre conscience, tous les êtres angéliques féminins qui aient pu exister, pour créer justement ce déséquilibre entre le divin masculin et le divin féminin, et réprimer le divin féminin à la surface de cette planète, ce qui est la situation encore au jour d'aujourd'hui. Et finalement, on discute de quoi? On discute du sexe des anges. Je pensais que les anges n'avaient pas de sexe, personnellement, et vous savez, il y a même une expression, une vieille, enfin une expression française qui dit que discuter du sexe des anges, ça veut dire perdre son temps à débattre de choses futiles ou à des choses sans importance, en oubliant les priorités du moment, autrement dit pinailler. Eh bien non, finalement, discuter du sexe des anges, pour nous, fait totalement sens, puisque justement, cette philosophie chrétienne a éradiqué de nos mémoires, de notre conscience, l'existence de ces anges angéliques féminins, et guidés par Yona, donc si l'on en croit les informations de Cobra. Voilà, j'espère que jusqu'ici tout va bien pour vous. Si vous souhaitez éventuellement intervenir ou poser une question, n'hésitez pas à le faire, je surveille les mains levées. Voilà. Donc les emplacements de ces temples de la déesse Atlante sont maintenant réactivés par les forces de la lumière. L'un des principaux sites réactivés est Baalbek, où il y avait un temple de la déesse avec une école de mystère depuis l'époque de l'Atlantide. Alors là, Cobra nous a donné un lien très très intéressant en réalité. Encore une fois, bon voilà, il faut utiliser Google Trad ou bien comprendre un petit peu l'anglais, un site internet qui s'appelle beforeatlantis.com, autrement dit avantl'Atlantide.com. Il y a l'air d'avoir une mine d'informations très très bien sourcées sur le plan scientifique. Je l'avais, il me semble d'ailleurs que je l'avais préparé, mais encore faudrait-il que je retrouve le lien dans la multitude de liens que j'ai ouverts. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, je vous le montre rapidement. Before Atlantis, un très très beau site. Donc, il nous pointe donc du doigt un article qui ne date pas d'hier, hein, qui date d'août 2021, donc des nouvelles preuves de civilisation préhistorique, donc dans les lieux saints et dans les régions justement du Levant. Alors je vous ai pris un petit extrait. Je reviens, voilà, en tout cas, ah oui, vous avez donc des photos, notamment une photo très intéressante qui vous montre les différentes strates de construction qu'il y a pu avoir dans certains lieux sacrés, où on voit des blocs de différentes tailles, et notamment des strates avec des blocs massifs qui ne peuvent pas avoir été manipulés par des technologies préhistoriques ou même historiques. Alors, que dit justement donc dans sa conclusion cet article? Il dit: pourquoi certaines structures de Jérusalem semblent-elles tourner vers Pétra? Donc vous avez entendu parler du site de Pétra en Jordanie, et certaines structures de Pétra vers Baalbek. Pourquoi les anciennes fondations de ces sites sont-elles construites avec des pierres pesant des centaines ou des milliers de tonnes? Vous entendez bien, hein, c'est pas des centaines ou des milliers de kilos, c'est des centaines ou des milliers de tonnes. Pourquoi ces sites et des dizaines d'autres dans cette partie du Levant font-ils référence à 4 anciens emplacements du pôle Nord? 4 anciens emplacements du pôle Nord. On parlait tout à l'heure donc de l'équateur de la déesse. Je vous ai parlé de l'équateur penché, qui n'est pas la même chose que l'équateur de la déesse. Eh bien oui, parce qu'il y a eu différents pôles Nord et donc il y a eu différents équateurs par voie de conséquence. À chaque pôle Nord correspond son équateur. Et là, il fait référence à 4 anciens emplacements du pôle Nord. Donc ça ne manque pas d'intérêt. Il est difficile de prouver ce que les anciens habitants de cette région du monde auraient pu faire ou non avec la technologie de l'époque. Le fait que la disposition de tant de sites ici et dans d'autres parties du monde ne puisse être expliqué en termes conventionnels est un problème qui n'a pas été résolu par la communauté universitaire traditionnelle. Donc voilà, un petit site très très intéressant, peut-être un gros site d'ailleurs même, beforeatlantis.com, à recommander pour les fans par exemple de Graham Hancock. Vous savez, Graham Hancock, il a écrit pas mal de bouquins, il a même droit à sa série sur Netflix, je crois, sur les civilisations anciennes, les civilisations englouties.
Donc si vous vous intéressez à tout cela, lisez Graham Hancock ou allez sur le site beforeatlantis.com. Vous y trouverez une mine d'informations plus intéressantes les unes que les autres. Voilà. Donc, je continue. Longtemps après le déluge, la déesse Atargatis est revenue de Sirius dans la région et a réactivé les mystères des déesses. Voilà, on est dans la mythologie cette fois-ci, ça change de la physique quantique. Alors, Atargatis, avez-vous entendu parler d'Atargatis? Alors, on a une petite vidéo là qui est intéressante. Je pourrais d'ailleurs vous en jouer un tout petit extrait. Tiens, Jean-Michel, si tu peux me faire, je joue un tout petit extrait, juste le début, en vous la traduisant, et tu me dis si on entend bien le son de la vidéo, même si ma voix sera superposée au son de la vidéo, juste pour vous lire hop, quelques petites choses rapides. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il est question, de quoi il est question? Donc, Atargatis est une déesse sirène, mermaid, c'est sirène, qui est venue de Sirius, du système stellaire de Sirius, et a atterri donc dans un vaisseau de la forme d'un œuf sur les berges de l'Euphrate. Donc, il y a plusieurs milliers d'années de cela. Il y a de nombreux millénaires de cela. Écoutons. Donc son archétype a été tardivement donc distordu par la Kabbale, donc l'archétype d'Atargatis, mais son énergie originale est l'une des clés énergétiques pour une transition pacifique dans une société post-événement. D'accord, c'est un peu entrecoupé. Bon, je suis désolé. Bon, je pense que de toute façon, on peut s'arrêter là. Moi, je vous invite à aller voir cette petite vidéo sympathique, donc qui est incrustée justement dans la mise à jour de la publication. Donc voilà, finalement, pour avoir des informations ésotériques qui sont, je pense, inspirées aussi des informations de Cobra, peut-être pas rigoureusement. Voilà, sur la déesse Atargatis. Donc Atargatis est la grande déesse du nord de la Syrie, qui fut d'abord une déesse de la fertilité. Donc, en tant que maîtresse de sa ville et de son peuple, elle était également responsable de leur sécurité et de leur bien-être. Comme souveraine des eaux et des sources, on la rencontre identique sous le nom de Ataratech chez les Araméens ou de Derceto chez les Phéniciens. En fait, ces deux noms semblent désigner une nouvelle forme de l'antique déesse Anat. Et son principal sanctuaire se trouvait à Hierapolis Bambis, alors c'est la moderne Membidj, donc du nord, au nord d'Alep, où elle était vénérée avec son parèdre Hadad. Alors le parèdre, c'est le conjoint d'un dieu, en fait, tout simplement. Son ancien temple fut reconstruit donc environ 300 ans par la reine Stratonis, et ce fut sans doute en partie grâce à ce patronage que son culte se répandit dans diverses parties du monde grec, où la déesse était généralement considérée comme une forme d'Aphrodite. Retenez bien cela, nous reviendrons sur Vénus, Aphrodite, suivant que vous prenez le référentiel romain ou grec, puisqu'on reparlera un petit peu plus loin du temple de l'amour. Voilà. Donc voilà, Atargatis. Elle était souvent représentée portant la couronne et tenant une gerbe de blé, tandis que les lions qui portent son trône symbolisent sa puissance et son pouvoir sur la nature. Il fut un temps où les énergies du divin féminin étaient réellement puissantes à la surface de cette planète. Voilà, et alors on continue. Donc de nombreux temples d'Atargatis, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, si vous avez une question à poser. De nombreux temples d'Atargatis avec des lacs sacrés ont été construits dans la région, avec des temples majeurs à Hierapolis, donc l'actuelle Manbij en Russie, et le lac sacré a été transformé en terrain de football. Mon Dieu, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, quel blasphème, un terrain de foot pour remplacer un lac sacré qui incarnait les énergies de la déesse. Mais quel symbole, n'est-ce pas? Quel symbole dans un monde
le football finalement est devenu une religion, peut-être tout à fait comparé à une religion. Donc voilà, l'actuellement Bige. Ensuite, Ashkelon. Alors Ashkelon ou Ascalon, c'est une ville d'Israël qui est située sur la côte méditerranéenne, dans le district sud au nord de la bande de Gaza. Ashkelon se trouve à 54 km au sud de Tel Aviv, près de 150 000 habitants. Koubet el-Bedawi, alors là, j'ai pas trouvé d'informations. C'est incroyable, mais je n'ai pas trouvé d'informations. On parle de Koubet el-Hawa, mais pas de Koubet el-Bedawi. Donc, si vous en trouvez, ça m'intéresse. Et là, le lac Sacré aurait été détruit et envahi par une agglomération urbaine. Je ne sais pas. Je sais pas de quoi exactement il faisait référence. Et enfin, Edessa, donc l'actuel Urfa. Urfa, donc le lac Sacré existe toujours et il y a un tunnel qui mène profondément sous terre. Et d'ailleurs, Cobra nous a donné une photo. Bon, on voit effectivement l'entrée d'un passage souterrain avec des tuyaux, des tuyaux de, on ne sait pas trop quoi, peut-être une source souterraine justement, ou enfin qui prend l'eau sous le lac Sacré, je ne sais pas. Mais voilà, pareil, je n'ai pas essayé de sourcer cette photo pour en vérifier véritablement, authentifier la provenance. Donc, voilà. Mais bon, c'est intéressant. C'est une façon aussi de nous inviter à nous reconnecter à ces entrées vers le monde souterrain. C'est une façon de nous reconnecter à cela. Donc Édesse était une ville antique donc de haute Mésopotamie, fondée par le roi Séleucos I Nicator, fondateur de l'empire séleucide, et donc dans l'Antiquité tardive, elle est devenue un important centre d'enseignement chrétien et le siège de l'école catéchétique d'Édesse. Et pendant les croisades, c'était la capitale du comté d'Édesse. Voilà. Donc voilà, des informations très intéressantes pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la préhistoire, à l'Antiquité. N'hésitez pas à aller creuser tout cela pour vérifier ces informations, ne serait-ce que vérifier ces informations. Donc, outre les vortex liés à Atargatis, les forces de la lumière réactivent également les vortex liés aux triples déesses Allat, Al-Uzza et Manat, qui proviennent donc de l'Arabie pré-islamique. Donc l'Arabie pré-islamique, avant la fondation de l'islam, avant le prophète Mahomet. Ces vortex sont également situés sur l'ancien équateur Atlante. Nous sommes toujours sur l'équateur de la déesse, l'ancien équateur Atlante. Alors là, bon, il nous donne des liens, je vous ai redonné des liens en français, donc vous avez largement la possibilité de creuser tous ces sujets-là. Je vais vous donner quelques petites informations rapides sur ces trois déesses de l'Arabie pré-islamique. Donc, suivant les régions et les époques, les Arabes ont vénéré des centaines de divinités différentes, figurez-vous. Les déesses Al-Uzza, Al-Lat et Manat formèrent une trinité dans l'Arabie pré-islamique. Leur culte a été largement répandu. Des Nabatéens de Pétra au royaume légendaire de l'Arabie heureuse dans le sud, y compris Saba. Vous vous souvenez, la légendaire reine de Saba, jusque dans l'Est, en Iran et à Palmyre. Donc elles étaient des déesses très populaires à la Mecque du temps de Mahomet. Donc Al-Uzza, déesse de l'étoile du matin, idole pré-islamique apparentée à Vénus Aphrodite, encore une fois, on y revient toujours, et personnalisée par un bloc de granit d'environ 6 mètres. Okay. Allat, déesse du soleil représentée par une immense image de granit gris. Donc Hérodote en signale la présence d'une divinité arabe nommée Alilat, donc une variation sans doute du nom Allat. Et Manat, donc déesse de la lune décroissante, symbole du destin, du temps et de la mort, divinité pré-islamique du sort qui coupait le fil du destin, à l'image de Morta, cette fameuse barque dont vous avez dû entendre parler, qui coupait le fil du destin des hommes. Donc voilà, ces trois divinités pré-islamiques que nous ignorons pour la plupart, je pense, sauf à avoir une culture islamique et s'intéresser à tout cela, parce que je ne suis même pas sûr que les musulmans d'aujourd'hui soient connectés à ces divinités-là, puisque justement, on sait que l'enseignement distordu des religions, l'objectif de ces enseignements distordus a constitué justement à nous couper
de ces, énergies justement du divin féminin. Et ce serait intéressant de faire une petite étude sur comment aujourd'hui ces déesses sont perçues dans la communauté islamique. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à la partager, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà. Alors, Chafinette, alors je vais te donner la parole. Vas-y, je t'en prie, tu peux activer ton micro. Je viens juste de voir à l'instant que tu avais une main levée. Et donc, désolé si j'ai tardé un petit peu à te donner la main. Pas du tout, pas du tout. Bonsoir. Non, Hervé, oui, je vous confirme parce que moi j'ai fait ma scolarité en Algérie quand j'étais jeune, donc dans des écoles islamiques, on va dire, et c'était strictement interdit de parler de ça. Hein. C'était le péché ultime de parler d'idolâtrie en fait. On nous inculquait cette idée que les anciens arabes étaient partis avaient mal tourné, on va dire, en idolâtrant des idoles, et qu'il fallait absolument pas en parler. Et puis on parlait que de l'islam. Hein. C'était un péché. Enfin, personne, je pense, ne sait rien maintenant de toute de cette culture pré-islamique. Hein. Et ben, c'est pour ça que voilà, moi je suis très reconnaissant à Cobra de nous reconnecter à ça. Et encore une fois, hein, sans préjugés non plus anti-islamiques. Donc c'est super intéressant de voir à quel point on peut reconnecter les pièces du puzzle entre elles et de voir que ce soit la religion chrétienne ou la religion islamique, elles ont toutes justement réprimé les énergies du divin féminin à travers les choix qu'elles ont faits. Et comme tu dis, voilà, de faire oublier ces anciennes divinités. On a compris en ce moment que tout ce qui nous a été interdit aujourd'hui nous intéresse finalement. C'est ça. C'est tout à fait cela. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Et alors, donc je continue. Donc les entrées de l'Agartha sont également réactivées énergétiquement le long de l'ancien équateur Atlante, comme celle-ci près d'Éphèse. Alors, de quoi s'agit-il? Il nous donne un lien qui nous parle de Seven Sleepers. Alors, Seven Sleepers, ça veut dire les 7 dormeurs ou dormants. Donc, il s'agit des 7 dormants d'Éphèse. Alors, avant de parler des 7 dormants d'Éphèse, juste quelques mots très rapides sur Éphèse. Donc, Éphèse, donc, c'est une ville qui est dans l'actuelle Turquie. Donc, c'est une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie mineure. Donc, ces vestiges sont situés à 7 km à l'intérieur des terres, mais malgré ça, c'était l'un des ports les plus actifs de la mer Égée à l'époque. Donc Éphèse se trouve voilà, dans l'ouest de l'actuelle Turquie. Et alors, donc de quoi s'agissait-il? Et c'est une des villes bibliques hein, dont il est question bien sûr dans la Bible, la ville d'Éphèse. Donc ça aussi, ça aurait été intéressant si j'avais eu suffisamment de temps pour préparer l'émission. J'aurais peut-être essayé de rechercher aussi à croiser les informations avec la Bible. En tout cas, les 7 dormants, il en est question dans les traditions islamiques et chrétiennes. On revient aux traditions islamiques et chrétiennes. Il faudrait que je me fasse accompagner, si c'était possible, d'une personne justement qui est dans la tradition islamique pour commenter ce genre de poste. Ce serait particulièrement intéressant. Donc les 7 dormeurs, donc autrement connus sous le nom de dormeurs d'Éphèse ou des compagnons de la grotte, c'est une légende sur un groupe de jeunes qui se sont cachés à l'intérieur d'une grotte à l'extérieur de la ville d'Éphèse, donc vers 250 après Jésus-Christ. Ah bah oui, vous vous souvenez, les pré-chrétiens, c'était l'époque des pré-chrétiens et des persécutions des chrétiens. Et donc pour échapper à l'une des persécutions romaines contre les chrétiens, ils se sont réfugiés dans cette grotte et ils ont émergé de cette grotte quelques 300 années plus tard. Et il existe une autre version justement de l'histoire dans le Coran, une histoire qui apparaît aussi en Perse, chez les Perses, les Kirghizes et les Tatars. Donc la version la plus ancienne de cette histoire provient de l'évêque Jacob de Sérug, qui est dérivé d'une source antérieure grecque. Donc c'est une légende en fait qui s'est passée de main en main. Et on peut d'ailleurs trouver encore cette légende. Je ne sais pas si vous connaissez la légende dorée de Jacob de Voragine. C'est l'histoire de tous les saints. C'est un petit livre qu'on peut trouver en livre de poche qui est très très intéressant. Alors en général, les saints finissent mal et
quand on a notre vision justement euh, d'une planète matricielle où toutes les personnes qui incarnent finalement la lumière doivent être éliminées le plus vite possible, on comprend un petit peu mieux pourquoi toutes les histoires de saints finissent mal, tous les saints finissent décapités, écartelés, etc. Mais voilà, ceci explique cela. Et donc dans cette légende dorée donc de Jacob de Voragine, on retrouve également donc cette histoire des 7 dormants. Mais malheureusement, je n'avais pas le livre sous la main pour pouvoir la retrouver. Et donc on la retrouve également dans le Coran. Donc ça s'appelle l'histoire des compagnons de la caverne. Le nombre précis des dormeurs n'est pas indiqué dans le Coran. Le Coran affirme que, de même en ce qui concerne la période exacte pendant laquelle les gens sont restés dans la grotte, le Coran, après avoir affirmé la conjecture des gens selon laquelle ils sont restés pendant 300 ans et 9 ajouts, donc résout que Dieu sait mieux combien de temps ils sont restés là. Donc, en fait, en réalité, les compagnons de la caverne auraient dormi pendant 300 ans dans le calendrier solaire. Alors, dormi, on va voir, est-ce que c'est vraiment dormir, mais 309 ans dans le calendrier lunaire, puisque le calendrier lunaire est plus court de 11 jours que le calendrier solaire, ce qui implique l'inclusion de 9 années supplémentaires. Et le Coran dit également que les dormeurs comprenaient un chien qui était assis à l'entrée de la caverne. Alors, pensez-vous vraiment qu'ils aient dormi pendant 300 ans, ou peut-être ont-ils trouvé tout simplement les portes de l'Agartha, donc comme le dit Cobra, les entrées de l'Agartha, et qu'ils ont vécu une petite éternité dans un monde bien meilleur que le monde matriciel à la surface de cette planète, au temps de la persécution des chrétiens, et qu'ils ont pu ressurgir 300 ans plus tard. En tout cas, moi, cette légende me plaît tout à fait. Et je remercie Cobra, justement, de nous la porter à notre conscience. Voilà. Allez, on va refaire une petite pause, peut-être. Est-ce que vous auriez des questions, des réactions par rapport à tout cela? J'espère que je ne vais pas trop vite, que je ne vous assomme pas trop. Oui, Chafinette, tu as réactivé ton micro? Oui, juste une petite précision, mais dans le Coran, les compagnons de la caverne s'appellent Ahl el-Kahf. Ahl, c'est la famille, et le Kahf, c'est la grotte. Et je crois que dans le Coran, il la situe plutôt à Hira. Hira, c'est la grotte où Mohamed aurait reçu le message de l'ange Gabriel. Bon, il s'approprie un peu à côté de la Mecque, on va dire, l'existence de cette grotte, alors que je crois que Cobra la situe plutôt en Turquie, c'est ça? Éphèse, oui, effectivement, oui. On parlait d'Éphèse, ouais, tout à fait. Ça se situe en Turquie, ouais. Alors en arabe, là j'ai l'arabe sous les yeux. En fait, il parle de Ashab al-Kef. Donc je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait le même ton, mais Le peuple et Ahl, c'est la famille. Enfin, moi, je l'ai appris sous le nom de Ahl el-Kahf. El-Kahf, c'est la grotte. d'accord. Mais c'est vrai que bon, En tout cas, c'est un bravo pour tes connaissances signe. en arabe. Oui, tout à l'heure, je vous ferai une petite surprise. À la fin, je vous dirai quelque chose qui va peut-être vous plaire par Ok, rapport je vous dirai à la fin parce que c'est une chose dont tu parleras à la fin. Je vous le dirai. ok, génial, super. Merci pour la surprise. Bah, n'hésite pas, voilà, relève bien la main, que j'oublie pas dans le flot de l'action. Je pourrais oublier, je serais impardonnable. Donc n'oublie pas de relever la Avec main. plaisir, avec plaisir. À tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Chafinette. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir jusque-là? Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que tout ce retour, finalement, ce qui semble être un retour au paganisme, est-ce que ceci soulève votre incompréhension, votre révolte, ou je ne sais trop quoi, ou bien est-ce que vous le prenez véritablement comme une nouvelle vision, justement, du paganisme, avec toutes ces divinités qui ont pu faire référence à des êtres réels? Ah oui, je voulais revenir un tout petit peu justement sur, je crois que j'ai oublié de le dire, par rapport à Targatis, là, qui serait arrivé sous la forme d'un vaisseau en forme d'œuf à la surface de la planète. Je ne sais pas si vous vous souvenez et si vous avez vu donc le film La Belle Verte, mais si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous le regardiez. Mais justement, ces personnes très évoluées qui viennent d'une planète lointaine et qui viennent sur Terre pour essayer de nous aider, ils arrivent dans une bulle de lumière sous la forme d'œuf. Donc finalement, La Belle Verte est un film beaucoup plus inspiré que l'on ne pourrait imaginer. Donc je vous invite à aller le regarder. Voilà. Et il nous parle aussi d'origine extraterrestre de certains de nos musiciens, comme le dit lui-même Cobra. Donc c'est assez intéressant. Ça a été peut-être construit sous la forme d'une plaisanterie, mais en tout cas c'est très très inspiré.
Voilà, donc je ne vois pas de main se lever. Alors on va continuer, mais n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien nous sommes, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, on va continuer, on va parler maintenant du triangle du vortex de la déesse européenne. Alors, Kesako, c'est intéressant, c'est pas la première fois qu'il en parle, ceci étant. Le triangle du vortex de la déesse européenne est réactivé, ainsi que les vortex doubles de Venise, Paris et Budapest. Tous sont proches de l'équateur Atlante. Dans ces trois doubles vortex, le vortex principal se trouve dans la ville, donc dans la capitale, enfin Venise n'est pas une capitale, mais et le second vortex se trouve à environ 15-30 km du vortex principal. Les deux vortex sont reliés entre eux par un flux d'énergie infini. Alors si on revient juste quelques secondes sur cette planète avec l'équateur de la déesse qui a été dessiné, donc vous verrez que cet équateur de la déesse ne passe pas très loin de Paris, ne passe pas très loin de Budapest et ne passe pas très loin de Venise. Alors après, pour savoir exactement à quelle distance il passe de ces trois villes, il faudrait faire une étude un petit peu plus approfondie, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Voilà. Mais ceci étant, donc ce vortex de la déesse européenne est très très intéressant. Et d'ailleurs, vous savez que la Hongrie et notamment Budapest étaient présentes en masse à notre conférence de Paris fin décembre 2022. Et vous savez que d'ailleurs, je fais des choses avec justement la communauté hongroise. Donc, à notre façon, on travaille d'une certaine façon sur ce triangle du vortex de la déesse européenne. Et alors, regardons un petit peu plus dans le détail. Donc, ces trois, donc Venise, Paris, Budapest, ces trois villes portent des doubles vortex. Alors, justement, à la conférence de Paris, on a beaucoup parlé du double vortex de Paris-Versailles, mais on va commencer par le vortex de Venise. Alors, Cobral nous dit, c'est très intéressant, donc que le vortex d'énergie de la ville de Venise serait ancré sur le pont du Rialto à Venise. Alors, tiens, je vois que Julia a levé la main. Est-ce que quelqu'un a visité éventuellement Venise et a visité inévitablement et passé sur ce pont du Rialto? Je serais intéressant d'avoir votre avis sur le sujet. Alors Julia, vas-y, tu as levé la main, je te donne la parole. Je n'avais pas vu ta main levée, je ne sais pas sur quoi tu veux intervenir, mais si tu le souhaites, tu peux activer ton micro. Julia, nous t'écoutons. C'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Non. Alors, l'un d'entre vous a-t-il... Alors, Bia, allons-y pour Bia. Vas-y, Bia, tu peux activer ton micro. Oui, j'ai vécu plus ou moins 12 ans en Italie. Je suis allée plusieurs fois à Venise et effectivement, je peux témoigner qu'il y a une énergie particulière là-bas, hein, mais qui est très, très bloquée, malgré tout. Très, très, très bloquée. Il y a beaucoup Alors, ça a évolué depuis. Hein. Tu sais oui, qu'on blinde de pierres là où on peut le faire. Je me souviens avoir jeté une pierre dans le Grand Canal moi-même à une époque, quand j'ai visité justement Venise. Mais je pense que les choses se sont beaucoup améliorées. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Cobra. Hein, c'est que il nous dit ni plus ni moins que les vortex ont été réactivés. D'une certaine façon, voilà. Enfin, il parle du triangle du vortex de la déesse. Il ne parle pas du vortex de Venise en particulier, mais globalement. Donc, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y avait des choses très sombres sur Venise, mais sans doute que la situation a évolué depuis. Ah ben, de toute façon, ça a évolué et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, bien sûr, depuis quelques temps, on va dire. En tout cas, merci pour ton témoignage. Alors, est-ce que tu te souviens, reste avec moi, Bia, est-ce que tu te souviens du plan de la ville de Venise? À peu près. Est-ce que tu as en tête le plan de la ville de Venise? Alors, il faut que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est là. Il est là. Je vous le montre. Oui, Regardez. Oui, Regardez le plan de la ville de Venise avec son grand canal. Alors, vous avez des numéros qui indiquent justement les ponts principaux autour du Grand Canal. Donc, en général, hein, c'est la balade incontournable à Venise. Vous prenez une navette et vous faites le Grand Canal. Et le pont numéro 3, ici, c'est le Rialto.
donc le vortex, le cœur du centre de l'énergie du vortex de Venise. Et regardez cette forme du grand canal. Est-ce que ça vous ne fait pas penser à quelque chose? Allez, je vous la remets. Ah oui, ah oui. Ça ressemble quand même étrangement à ce dessin que nous donne Cobra, et justement en parlant de Venise par rapport au double vortex justement de Venise. Donc voilà, je me permets de souligner cela. Je trouve que ça présente un certain intérêt. Si vous voulez, c'est un petit peu que ça exprime le fait finalement que le tout est dans la partie. C'est-à-dire que l'ensemble des deux vortex constitués par Venise et l'autre petit vortex dont on va parler à proximité, à une trentaine de kilomètres de Venise, peut aussi se matérialiser, ce vortex d'énergie, à travers cette forme particulière de la ville de Venise et du grand canal qui la traverse. Le tout est dans la partie, donc c'est assez intéressant. Petit aspect, on va dire une petite lecture hermétique de ce qu'a voulu nous indiquer Cobra à travers ce schéma. Qu'est-ce que tu en penses, bien? Tu adoptes mon interprétation? Oui, je trouvais ça très très évident. Je souriais quand tu as montré la carte parce que c'était pour moi assez plus qu'évident. Oui, oui. Et ça me fait plaisir d'ailleurs. Parce que je trouve ça vraiment. Ça commence à correspondre à ce que c'était avant. Voilà. Très bien. Très bien, merci beaucoup Bia. Alors je vois que d'autres mains se sont levées, je vais tenter de leur donner la parole. Bruno, vas-y Bruno, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons, tu es passé en micro gris. Et as-tu visité Venise? As-tu une opinion à exprimer sur Venise? Alors je ne vois pas ton micro s'activer, sinon je vois que Bella également a levé la main. Bon, là, je vais activer, je vais passer en micro gris Bella, à défaut, puisque Bruno ne réagit pas. Vas-y, Bella. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ta demande à Venise parce qu'en fait, j'y suis allée et c'est vrai que quand j'ai lu le post, euh, notamment quand il parle du pont du Rialto, je me suis rappelé que j'avais du mal à en sortir de ce pont. J'ai fait plusieurs fois les allers-retours. Enfin, ça a été dur de m'extirper, on va dire, de cet endroit. Enfin, moi, j'ai trouvé déjà il y a comment dire. euh, La première fois qu'on y est allé à Venise, parce qu'on a dû y aller 2, 3 jours, enfin on n'a pas dormi sur place, hein. Euh, comme au départ, enfin, on arrive à l'extérieur quand on arrive en train, donc c'est pas forcément joli. Mais alors dès que je suis rentrée, enfin dès qu'on est rentré dans cette ville, moi je me rappellerai de l'atmosphère que j'ai ressentie, quelque chose de vraiment un peu comme si c'était en fait des journées un peu hors du temps, quoi. Vraiment. Euh, enfin, comme dans un rêve merveilleux. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, hein. Ça remonte à quelques années. Et quand j'ai vu donc sur le pont du Rialto, j'ai souri parce que euh, je me suis rappelée du sentiment que j'avais eu, de ce que j'avais ressenti lors de ce pont et de la douce atmosphère qu'il y avait et même des personnes. Maintenant en en parlant, je me rappelle même des personnes qui étaient souriantes. Enfin, vraiment une. Il y a des endroits comme ça où même si on se rappelle pas trop, on se rappelle quand même de certains ressentis qu'on a pu avoir, surtout quand c'est des beaux ressentis. Et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait là-bas, quoi. Eh ben Voilà. super. Eh ben super. Rien que d'en parler, tu vois, on y est. De la façon dont tu nous en parles, on y est. Merci beaucoup pour ton témoin. Venise, Venise, tout est beau, hein. Enfin, moi, enfin, quand on a fait le tour de la ville, on est parti aussi dans des endroits où euh, on est parti un peu enfin, comment dire, on est sorti des sentiers battus, hein. Et tout est charmant, quoi. C'est vraiment, voilà, je pourrais redire la même chose que ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Super, merci beaucoup Bella. Et alors justement pour ceux qui ne connaissent pas Venise, donc le pont du Rialto, en fait c'est un des symboles de Venise en l'occurrence, hein. C'est le pont le plus vieux et le plus connu de Venise, donc qui relie donc les deux berges du Grand Canal entre les quartiers de San Polo et San Marco, Marco Polo, pour s'en souvenir c'est facile. Donc voilà.
Donc c'est l'un des monuments les plus visités de Venise. C'est l'un des 4 ponts qui traversent le Grand Canal, comme je vous ai montré sur la carte, parce que ce symbole, d'une certaine façon, la carte du Grand Canal. Et c'est l'un des ponts, c'est le pont le plus emprunté parmi les 455 ponts que compte la ville de Venise. 455 ponts, vous imaginez. Voilà. Et le monument, tel qu'on peut le voir, puisque c'est un monument, donc il date de 1591, en tout cas dans sa forme actuelle. Un pont de 48 mètres avec 3 passages piétons, avec une allée centrale et des allées sur le côté, dans lesquelles justement il y a des rangées de boutiques, et avec un espace dégagé justement au centre avec la vue sur le Grand Canal. Donc bien évidemment, c'est un endroit très prisé par les visiteurs. Ce pont a été construit à l'origine en bois et ce matériau, bien sûr, a été abandonné à la suite de plusieurs effondrements. Donc voilà, on est content de savoir que le vortex de Venise se situe donc sur le pont du Rialto. Si vous planifiez un voyage à Venise, allez vous ressourcer sur le pont du Rialto. Et alors, donc le vortex de la déesse de Venise a donné naissance au mystère de la déesse pendant la Renaissance à travers l'Ordo Bucintoro. Alors l'Ordo Bucintoro, on pourrait presque refaire une mise à jour commentée, puisque ça a été un post entier qui a été fait par Cobra en fait en octobre 2014. Comme vous le voyez là, donc vous avez la version anglaise et la version française. Alors je vais vous donner juste un petit extract. Vous pouvez trouver la publication, le lien qui vous est donné dans la publication, c'est ça va vers le site tachyonevi.blogspot.com. Donc je vous en donne un extrait. Donc il existe une société secrète donc positive qui a eu un impact spectaculaire sur le destin de cette planète, car elle a créé un courant énergétique qui est directement responsable de l'exploration de l'espace qui aboutira inévitablement au premier contact. Intéressant. Elle a été fondée, donc cette société secrète positive, en 1510 à Venise par un doge vénitien nommé Leonardo Loredane, membre de l'une des plus importantes familles de la noblesse blanche de Venise. À cette époque, donc, il était l'une des personnes les plus développées spirituellement en Occident et maintenant un être ascensionné, à ne pas confondre avec Paolo Veronese, qui est connu comme le maître vénitien. Donc la société secrète s'appelait alors Cosa Nostra, un nom qui a été bien sali énergétiquement plus tard par des mouvements terroristes, je crois, de mémoire, et désormais connu sous le nom d'Ordo Bucintoro. Donc le nom Bucintoro trouve son origine dans une vieille légende vénitienne, selon laquelle il existait autrefois un magnifique navire d'or qui a conduit un doge de grande renommée dans le ciel. Nous pourrions aujourd'hui facilement décrire ce vaisseau comme un vaisseau mère de l'ascension et le processus comme une téléportation. Allez-y, soyons fous, n'ayons peur de rien. Bucintoro était officiellement le nom de la barge d'État de Venise et secrètement le nom de code d'un vaisseau mère de la Confédération Galactique. Waouh! Et les membres de l'Ordo Bucintoro planifiaient soigneusement leurs incarnations dans le cadre d'une période de 500 ans jusqu'à l'an 2000 afin de préparer la planète à l'arrivée du nouvel âge. L'Ordo Bucintoro était en possession du Garil, une pierre blanche du Saint Graal, et Saint-Germain, Cagliostro et Casanova ont tous été initiés à l'Ordo Bucintoro à Venise, et Casanova y était devenu prêtre de Vénus. Encore Vénus, tiens d'ailleurs vous avez vu Venise, Vénus, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une origine étymologique? Cagliostro devint prêtre d'Isis et créa Misraïm, un système maçonnique qui tenta de renouveler les mystères d'Isis après presque 2000 ans de sommeil. Malheureusement, la plupart des loges maçonniques Misraïm ont été infiltrées, et je le sais de première main, par les jésuites presque immédiatement et détournés par la noblesse noire italienne à leur fin. Donc voilà, un petit encart sur l'Ordo Bucintoro. Donc si vous vous intéressez à la question, encore une fois, allez creuser. C'est absolument passionnant et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire une émission là-dessus, sait-on jamais. Si l'événement ne vient pas trop vite, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez plus d'émissions ou un événement plus rapide? Moi, j'ai fait mon choix. Alors, je continue. Donc, les familles de la noblesse blanche Loredane et Mocenigo
étaient porteuses des mystères de la déesse à Venise. Les deux familles ont des roses sur leur armoirie. La famille Loredan exprimait également les mystères de la déesse par le biais de l'Accademia degli Incogniti, donc l'Académie de l'inconnu, en français, si on voulait traduire. Alors, de quoi s'agit-il? La société, donc l'Académie de l'inconnu, donc c'est une société, encore une autre. L'ombre a travaillé par société secrète, mais la lumière aussi, forcément, puisque c'est une guerre invisible entre l'ombre et la lumière, forcément, il y a eu toute une succession dans l'histoire de l'humanité de sociétés secrètes qui ont pu œuvrer pour l'ombre et la lumière et qui se sont fait infiltrer réciproquement les unes les autres. Donc, l'Accademia degli Incogniti, la société a été fondée en 1630 par Giovan Francesco Loredan et Guido Cassoni. Sa pensée s'inspire de la philosophie aristotélicienne de Cesare Cremonini, un ancien professeur de philosophie de l'université de Padoue. La société comprenait des historiens, des poètes et des librettistes. Selon l'historienne Hélène Rosan, donc l'Académie opérait également dans les coulisses, et c'est ça qui nous intéresse le plus, ce sont les coulisses. Les membres ont souvent écrit dans une langue secrète et ont publié leurs œuvres anonymement. Donc, l'Accademia degli Incogniti fut particulièrement active dans la promotion du théâtre musical à Venise à partir des années 1630, fondant son propre théâtre, le Théâtre Novissimo, qui fleurit brièvement entre 1641 et 1651, je crois. J'ai une erreur de frappe. Alors, attendez, j'ai un bruit dans les oreilles. Non, j'ai un micro activé apparemment. Ah, j'ai un son dans les oreilles que je ne m'explique pas. Bon, ok. Alors, l'Académie de l'inconnu. Ah oui, c'est Bruno. Alors, je t'ai mis en micro en muet, pardon, Bruno. Donc, l'Académie de l'inconnu. On vous a parlé de théâtre musical à Venise. Alors, finalement, est-ce que la musique et le théâtre ne seraient-ils pas des vecteurs d'initiation, ou tout au moins des vecteurs pour nous aider à grandir énergétiquement ou à ouvrir notre conscience? C'est une question rhétorique, puisque bien sûr que oui, vous connaissez, vous savez que la musique de Mozart notamment a été une musique à vocation initiatique. Vous avez entendu parler de la flûte enchantée, et donc là, à travers nos librettistes, nos poètes et librettistes, finalement, avaient une activité de couverture, mais avaient une activité qui consistait à essayer justement d'éveiller les consciences à travers la musique et le théâtre dans cette belle société vénitienne du XVIIe siècle. Donc encore une fois, des choses très très intéressantes. Et alors, on est toujours sur Venise, donc le vortex secondaire de Venise est ancré à la Villa dei Vescovi dans les collines euganéennes. Cette villa est une chambre d'ascension. Donc, il nous a donné un lien en italien. Nous vous avons donné un lien en français et nous allons vous traduire le texte. Nous allons même vous lire le texte en anglais, donc ci-dessus, qui parle de cette Villa Vescovi. Donc, si vous voulez aller la voir sur Internet, c'est une très belle villa qui doit avoir effectivement un magnifique panorama. Ça donne très envie de la visiter. Donc, elle a été construite selon des règles mathématiques rigoureuses. Donc, elle est à, je crois, une trentaine de kilomètres de Venise, au sud-ouest de Venise. Donc, des règles mathématiques rigoureuses qui ont abouti à une distribution interne symétrique des pièces et à l'extérieur à une articulation géométrique équilibrée des façades. Disposition des espaces est clairement visible. Cette construction mathématique peut également être interprétée comme le résultat de l'insertion concentrique l'un dans l'autre de 3 carrés de taille décroissante où les murs extérieurs de la résidence délimitent les côtés du plus grand carré. En réalité, cette Villa dei Vescovi, c'était l'idée d'un nouveau type de résidence de campagne né dans la Vénétie de Pétrarque au XIVe siècle, avant de migrer d'abord vers la Toscane, puis vers Rome. Et pour la maison de campagne, donc la vue sur la nature environnante était particulièrement impressionnante.
Voilà, et à cet égard, donc, cette villa ressemble à une machine construite spécifiquement pour admirer le paysage environnant, donc sans doute justement pour émouvoir l'âme et même donc apparemment accueillir une chambre d'ascension. Ceci donne envie d'aller en Italie, ne serait-ce que pour visiter cette Villa dei Vescovi. On vous avait parlé de la salle au miroir mobile du petit Trianon qui est visitable, qui est aussi vraisemblablement une chambre d'initiation, comme on vous l'a expliqué dans une émission précédente. Ici, Cobra nous parle de chambre d'ascension, voilà, qui semble très intéressant. Est-ce que si je vais dans cette chambre, je vais être instantanément guéri et ascensionné? Je ne sais pas, le mystère reste entier. Et ce vortex secondaire, nous dit Cobra, est également relié à Atargatis, donc notre déesse, déesse sirène, puisqu'il y a un lac à proximité. Alors, il nous fait référence au lac de l'Ispida. Je n'ai pas pu trop approfondir, mais voilà, vraisemblablement, ce vortex est également, à partir du moment où il y a un lac, ça permet d'ancrer plus facilement les énergies d'Atargatis. Alors oui, juste, ben voilà, je vous ai lu le texte avec, on va dire en version accélérée pour éviter de trop s'approfondir dessus. On continue toujours sur l'Italie. Mais vous allez voir que le personnage de Marie-Louise est très intéressant. Donc il existe de nombreux vortex de la déesse plus petits en Italie du Nord, non loin de l'équateur Atlante, encore une fois, comme celui d'Arezzo et un autre à Parme, où Marie-Louise, Maria Luigia, était une prêtresse initiée à la déesse. Allons donc, encore une prêtresse initiée à la déesse. De quoi s'agit-il? Marie-Louise d'Autriche. Avez-vous entendu parler de Marie-Louise d'Autriche? Eh bien, je vais vous dire, Marie-Louise. Alors, attention, accrochez-vous, son nom est à rallonge. Marie-Louise, Léopoldine, Françoise, Thérèse, Joseph, Lucie de Habsbourg, Lorraine. Autrement dit, l'archiduchesse d'Autriche, princesse de Hongrie et de Bohême, née en 1791 à Vienne et morte en 1847 à Parme, était impératrice des Français entre 1810 et 1814. Et oui, vous l'avez reconnu, la femme de Napoléon. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on retrouve à travers son histoire ce vortex finalement de la déesse européen, puisque cette Marie-Louise a vécu en Hongrie, a vécu en Italie et a vécu en France et a constitué à elle seule finalement ce vortex de la déesse européen. Donc c'est un personnage assez intéressant. Encore une fois, ça donne envie d'aller découvrir sa biographie. Alors juste une petite note historique. Donc le 20 décembre 1809, Napoléon Ier divorce de Joséphine de Beauharnais car elle ne lui donne pas d'enfant. Les doutes sur la stérilité donc de Napoléon sont levés. Il s'agit bien, le problème vient de Joséphine, mon Dieu, parce que Napoléon a en effet un fils avec Éléonore de Nuel de la Plaigne et Marie Walewska, la polonaise, attend également un enfant de lui. Donc, à la suite d'une tentative d'assassinat, il devient soucieux de fonder une dynastie en ayant une descendance légitime et non pas, voilà, il ne veut pas se satisfaire d'Éléonore de Nuel de la Plaigne ou de Marie Walewska pour sa descendance. Donc, il cherche à se remarier. Et après avoir écarté des candidatures françaises, puisque vous saviez, Napoléon avait des ambitions européennes, deux candidates arrivent en tête de liste. La grande duchesse Anna Pavlovna Romanova, âgée de 14 ans et sœur du tsar Alexandre Ier de Russie, et l'archiduchesse Marie-Louise, 17 ans, un peu plus mature, fille de l'empereur d'Autriche. Et notre ami Napoléon Ier aurait été vexé par le peu d'enthousiasme montré par la cour de Russie et a été convaincu par l'activité diplomatique du comte de Metternich qui craint une alliance entre Paris et Moscou et qui a persuadé François II de donner sa fille à son ennemi. Donc Napoléon tranche en repoussant l'alliance russe et en acceptant l'alliance autrichienne. Donc il se marie à Marie-Louise.
donc l'Autriche qui l'a contraint, souvenez-vous, à travers la difficile victoire de Wagram, qui l'a contraint à la paix. Donc ce mariage a aussi pour objectif d'apaiser les relations entre la France et l'Autriche, qui a connu 18 ans de guerre, presque l'âge finalement de Marie-Louise. Et Napoléon a dit avec bien peu de panache, à propos de Marie-Louise, c'est un ventre que j'épouse, le goujat. Voilà, voilà pour Marie-Louise et cette divine personne qui incarnait à elle seule ce vortex européen à travers la Hongrie, Budapest, la France, Paris et l'Espagne, et pardon, et l'Italie, excusez-moi, Venise. Donc un destin très intéressant. Une question, une réaction peut-être éventuellement. Je regarde, je ne vois pas de main se lever, je ne vois pas de questions dans le chat a priori. Donc, on va passer à Paris. Et puis, si vous voulez intervenir, c'est toujours le moment, ne vous inquiétez pas. Le vortex de la déesse de Paris, quant à lui, est situé dans la crypte de l'église Notre-Dame. Il existe de nombreux autres points d'ancrage plus petits de ce vortex dans tout Paris, comme le zodiaque original de Dendera au Louvre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez écouté les émissions qu'on a faites justement sur cette conférence de Paris, et notamment la deuxième journée de la conférence de Paris, où nous avons parlé de ce fameux zodiaque de Dendera, qui est une carte stellaire, hein, finalement, qui a été subtilisée par les Français à une époque, enlevé d'un temple égyptien pour aujourd'hui on peut le voir au Louvre, mais on peut en voir une copie aussi dans un magasin de chaussures. Alors j'avais pas donné le nom, mais d'autres m'avaient donné. Et cette fois-ci, Cobra n'hésite pas à donner le nom de ce magasin de chaussures dans la rue Vivienne à Paris, qui est le magasin Louboutin, donc de Christian Louboutin. Donc si vous voulez aller vous prendre une petite douche d'énergie de la déesse, allez regarder les chaussures du magasin de Christian Louboutin, rue Vivienne à Paris. Donc voilà, donc vous avez même une photo dans le compte rendu que j'ai fait donc de la journée 2 de la conférence de Paris. Alors moi je voudrais quand même souligner un point qui a frappé mon attention, c'est que Cobra donc a attiré notre attention sur ce zodiaque de Dendera et les énergies qu'il porte justement à cette conférence de Paris début décembre. Et figurez-vous que tout récemment, cela date du 15 janvier, l'Égypte, à travers la voix de quelques archéologues du pays des pharaons, demande la rétrocession du zodiaque de Dendera à l'Égypte, contestant la légalité de son acquisition. Donc contacter le musée français assure quant à lui n'avoir jamais été approché et en tout cas de façon officielle et défend sa version de l'histoire. Je trouve cette synchronicité très très intéressante entre le fait que on va dire 300 êtres de lumière, 320 êtres de lumière de la conférence de Paris se sont focalisés temporairement sur ce zodiaque de Dendera, en ont parlé, ont communiqué dessus, et que pour que finalement un mois plus tard, l'Égypte en revendique la rétrocession, alors même que vous savez que le département des antiquités égyptiennes au Louvre comprend de nombreuses pièces très prestigieuses. Pourquoi faut-il qu'un mois après la conférence de Paris, ce soit justement cette pièce qui est exigée justement à la rétrocession par certains archéologues du pays des pharaons? On peut se poser la question. En tout cas, moi je trouve cette synchronicité particulièrement intéressante. Et merci à Michel qui nous a mis le magasin Louboutin sur le chat. Pour ceux qui y sont, donc il y a un chat qui s'appelle Autour de Radio Pléiade sur Telegram pour pouvoir discuter justement de ces émissions, proposer des émissions, les critiquer, etc. Et il nous a mis une photo de ce magnifique salon et de cette magnifique copie en couleur, puisque l'original au Louvre n'est pas en couleur, il me semble. Mais là, on voit une copie en couleur donc au magasin de Christian Louboutin.
Merci. Merci pour ça. Voilà, donc une synchronicité très intéressante. Et donc, continuons. Donc, le vortex secondaire donc, de Paris, donc le vortex principal est ancré donc, dans la crypte de l'église Notre-Dame, donc avis aux amateurs, hein, allez faire des méditations et allez faire surtout la méditation du vortex de la déesse que nous faisons dans les marathons spirituels, allez la faire dans la crypte de Paris, vous aurez l'air d'un zinzin ou d'une zinzin, mais peu importe, vous ferez avancer la libération planétaire. Peu importe, à partir du moment où on ne vous met pas dehors, que vous le faites suffisamment discrètement sans trop perturber les, les visiteurs de la crypte de Notre-Dame de Paris. Donc le vortex secondaire de Paris est ancré au Temple de l'Amour au Petit Trianon de Versailles. Alors là c'est pareil, c'est un sujet dont on a pas mal discuté quand on a fait justement, quand on a parlé de la conférence de Cobra. Et puis on a même une vidéo, on va y revenir là-dessus. Donc il dit que, et ça on en a beaucoup discuté d'ailleurs lorsqu'on était à Paris, notamment lorsqu'on a été travailler sur le vortex de Versailles, que la statue donc qui est au milieu du Temple de l'Amour, donc dans le parc du Petit Trianon, si vous allez visiter le parc du Trianon, ça fait un ensemble, vous avez le Grand Trianon, le Petit Trianon, et à côté du Petit Trianon, vous avez le Temple de l'Amour. Et donc ce Temple de l'Amour, c'est un système à 12 colonnes, donc qui peut représenter d'une certaine façon le zodiaque aussi, à sa façon. Et donc à son centre, il y a actuellement la statue d'un amour ou d'un cupidon, donc d'un être, on va dire, de sexe masculin. Et, mais en réalité, à l'origine, dans ce temple de l'amour, vous savez qui est la déesse de l'amour, ce n'est pas Apollon, ce n'est pas Cupidon, c'est Vénus. Et à l'origine, dans ce temple, il y avait une statue de Vénus. Et d'ailleurs, je vous ai mis cette représentation, je vous la partage à l'instant à l'écran. Donc pour ceux qui ne la voient pas, allez sur le site Révolution Vibratoire et regardez donc le compte rendu conférence de l'Ascension Paris 2022, note personnelle, deuxième journée. Vous voyez que cette vieille gravure, très vieille gravure, représente le Temple de l'Amour avec une statue de Vénus. C'est bien une statue de Vénus qui est à l'intérieur. Et donc cette statue a été remplacée par une statue masculine, encore une fois, que ne ferait pas la Kabbale pour pouvoir essayer d'éteindre les flammes de l'énergie du divin féminin partout où elles émergent à la surface de la planète. Et en remplaçant une statue, cela permet de dénaturer, bien sûr, en partie, mais pas complètement, les énergies qui ont été imprimées à l'origine, justement, sur ce vortex de Versailles. Donc vous voyez, la Kabbale est partout, le complot est partout, les jeux énergétiques se font même à travers des statues interchangées. La statue de Vénus est sans doute aujourd'hui dans un des souterrains de Versailles, donc demandons officiellement aux responsables du palais de Versailles de nous remettre la statue de Vénus d'origine dans le temple de l'amour. Peut-être que l'un d'entre eux nous écoutera, on ne sait jamais. Et ça permettrait de restaurer les énergies telles qu'elles étaient à l'origine dans ce temple de l'amour. Donc voilà encore une chose très très intéressante. Et donc on a une vidéo, Cobra nous a mis une petite vidéo justement donc de la princesse de Lamballe pour faire renaître un petit peu cette princesse de Lamballe. C'est assez intéressant, je ne sais pas si vous l'avez regardé, alors encore une fois c'est en anglais, mais c'est une prouesse technologique assez intéressante parce qu'elle repart de représentations de peinture en fait qui représente la princesse de Lamballe, donc princesse de Lamballe dont on a beaucoup parlé et dont on va reparler un petit peu après, qui a aussi été donc je dirais la grande prêtresse à la surface de cette planète et a vécu justement cette transition majeure des années du XVIIIe siècle dont on a beaucoup parlé à la conférence de Cobra, cette princesse de Lamballe qui a eu un destin tragique puisqu'elle a été assassinée de la façon la plus abjecte qui soit pendant la Révolution française. Et donc ici on l'a fait revivre et donc c'est assez intéressant, juste un petit extrait pour le plaisir, pour voir la princesse de Lamballe revivre à travers d'anciennes représentations. Alors est-ce qu'on va la voir
Clignez de l'œil, tournez la tête. Voilà, la princesse de Lamballe est vivante. La princesse de Lamballe est aujourd'hui, serait, si l'on en croit Cobra, incarnée dans une grande prêtresse dans le mouvement résistance, donc sous nos pieds aujourd'hui, et participe à la réactivation du vortex de Paris et jouera vraisemblablement un rôle dans la libération planétaire et sans doute même à l'événement. Vous voyez, elle semble avoir un strabisme tout à fait charmant. Donc voilà pour ce petit extrait de la princesse de Lamballe. Je vous invite encore une fois à aller découvrir cette vidéo. Elle est magnifique et elle permet de se reconnecter d'une certaine façon à la princesse de Lamballe, même si on utilise voilà, l'informatique pour essayer de faire revivre ces anciennes représentations. Est-ce que vous auriez des questions, des réactions jusqu'à présent? Il est 22h22. Merci d'être avec nous ce soir sur Radio Pléiade. Je ne sais pas combien vous êtes, je le saurai à la fin de cette émission. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Et je regarde si une main se lève, et si une main ne se lève pas, j'enchaîne. Mais n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, la famille de la noblesse blanche des Bourbons soutenait les mystères des déesses à Paris et à Versailles par l'intermédiaire donc de deux grandes prêtresses, Madame de Pompadour et la princesse de Lamballe. Donc la princesse de Lamballe, alors déjà Madame de Pompadour, donc la première grande prêtresse, juste pour donner un court extrait du compte rendu qu'on a fait de la conférence de Cobra, elle a participé à l'expulsion des jésuites de la cour en 1762. Merci Madame de Pompadour. Les jésuites qui essayaient de supprimer les énergies de la déesse. Madame de Pompadour donc ne suivait pas tout le temps Maître Saint-Germain, mais le suivait beaucoup. Et après sa mort, c'est la princesse de Lamballe qui a pris le relais. Elle a amené les mystères dans des groupes maçonniques qui étaient positifs à l'origine. La franc-maçonnerie était très différente de celle d'aujourd'hui, mais en 1777, c'est précis, les jésuites ont infiltré les groupes maçonniques. La princesse de Lamballe a travaillé publiquement et secrètement. Elle a créé la première loge maçonnique féminine, notamment, alors on cite la loge de la Candeur, et la sororité Rose et Roi, mais qui n'était pas une vraie sororité. Donc la princesse de Lamballe a ouvert un portail à Paris et à Versailles le 21 novembre 1775, qui est connecté, et on vous l'a expliqué dans la conférence de Cobra à Paris, à 2025. Et son centre d'opération à Versailles était le Temple de l'Amour, donc autrefois appelé le Temple de Vénus, comme je viens de vous l'expliquer. Et la princesse de Lamballe était une amie très proche de la reine Marie-Antoinette, et c'est par son entremise que tout ceci a été fait. Voilà, et confère donc la salle au miroir mobile au Petit Trianon, qui serait vraisemblablement un portail dimensionnel, juste à l'emplacement ou à proximité directe de ce vortex de Versailles. Voilà, alors on a parlé de l'Italie, donc du double vortex de Venise et de la Villa dei Vescovi. On a parlé donc de Paris, du double vortex de Paris-Versailles et du rôle de ces grandes prêtresses. Et maintenant, quelques mots sur Budapest et ce double vortex de Budapest pour terminer le tableau. Donc le vortex de la déesse de Budapest est ancré dans la couronne de Saint-Étienne, actuellement au Parlement hongrois. Et le second vortex de la déesse de Budapest est ancré dans le château de Gödöllő, la demeure de la reine Sissi, donc Sissi impératrice, qui était également une grande prêtresse de la déesse. C'est pareil, c'est des choses qui ont été abordées dans des publications précédentes. Alors à propos donc de la couronne de Saint-Étienne, quelques mots. Donc ce talisman de pouvoir transmet donc de fortes énergies depuis le système stellaire de Sirius, encore Sirius, Targatis Sirius aussi. On parle beaucoup de Sirius, Pierre de Sintamani, Sirius, et là cette fois-ci donc la couronne de Saint-Étienne, renforçant donc les forces templières positives qui sont derrière Victor Orban. Alors ça c'est une ancienne publication donc de Cobra. Victor Orban dans sa lutte contre les forces de la cabale qui tentent de détruire l'Europe. Victor Orban qui est contre George Soros et qui est contre la destruction de la civilisation européenne, qui a été initiée par Angela Merkel.
Donc finalement, cette couronne au Parlement hongrois semblerait, si l'on écoute Cobra, jouer un rôle justement dans l'ancrage d'énergie positive, d'énergie de lumière, et qui soutiendrait Viktor Orban dans ses actions politiques. Et c'est sans doute pour ça qu'il a été d'ailleurs stigmatisé et taxé bien évidemment d'extrême pour pouvoir le marginaliser autant que possible, puisqu'il s'oppose au plan, globalement au plan de la Kabbale. Donc voilà pour le vortex principal, donc cette couronne au Parlement. Donc là, le vortex est dans un Parlement, figurez-vous, pourquoi pas. Donc ça doit agir de façon positive sur les parlementaires, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et le second vortex, donc de la déesse, est ancré donc à 15-20 km donc de Budapest, dans le château de Gödöllő, la demeure de la reine Sissi. Alors, quelques mots par rapport à ça. Alors déjà, donc le château royal de Gödöllő, donc c'est 25 km au nord-est de la capitale hongroise, dans la ville de Gödöllő, érigé donc au XVIIIe siècle par le comte Antal Grasalkovitch Ier. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il s'agissait de la résidence préférée de l'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, Élisabeth de Wittelsbach, connue sous le nom de Sissi. Après la Seconde Guerre mondiale, donc sous le gouvernement de la République de Hongrie, le château a été fortement négligé, a été tombé en décrépitude, mais a été restauré depuis. Alors moi, j'aurais envie de vous poser une question, de vous interpeller. On parle de choses, vous voyez, on dit que voilà, un vortex d'énergie peut être ancré par le pont du Rialto, étrange, à Venise. Il peut être ancré à travers une chambre d'ascension dans un château à proximité, à une trentaine de kilomètres de Venise. Il peut être ancré dans une crypte de la cathédrale de Paris. Il peut être ancré dans un temple de l'amour. Pourquoi un temple de l'amour à Versailles, mais il peut être aussi ancré dans un château à Gödöllő, là où a vécu Sissi. Alors, est-ce que finalement, Sissi aurait choisi ce lieu parce qu'il ancrait déjà des énergies de la déesse, ou bien est-ce que c'est parce que Sissi, en tant que grande prêtresse qui a incarné ce divin féminin et travaillé sur des rituels spécifiques justement permettant d'ancrer ce divin féminin, est-ce que c'est Sissi elle-même qui a créé ce vortex au château de Gödöllő? Qu'en pensez-vous? Je vous pose la question. Est-ce qu'au temple de l'amour, finalement, le temple de l'amour a été installé à cet endroit parce que le vortex préexistait, ou bien ce vortex a-t-il été créé par le travail de Madame de Pompadour et par la princesse de Lamballe à l'actuel emplacement du temple de l'amour au Petit Trianon? Posez-vous la question. Et posez-vous la question également par rapport au destin tragique de Romy Schneider, qui a incarné d'une façon assez forte, quoi qu'on en dise, on aime ou on n'aime pas le film Sissi impératrice, mais je me permets de faire justement des hypothèses par rapport au fait qu'elle a incarné trop bien ces énergies de la déesse, cette reconnexion avec Sissi, la vraie Sissi impératrice, Élisabeth de Wittelsbach. Donc, saviez-vous quel était le vrai nom de Romy Schneider? Romy Schneider, Rose-Marie Magdalena Albach, Rose-Marie Magdalena, c'est fort quand même, reste ainsi dans les mémoires, donc morte à 43 ans à Paris, dans la nuit du 29 mai 1982, des suites d'abus de somnifères et d'alcool, 10 mois après la mort accidentelle de son fils David, qui est mort aussi de façon tragique. Les plus anciens s'en souviennent, à l'âge de 14 ans. On peut légitimement se poser des questions par rapport au caractère naturel de cette mort. Allez enquêter si vous le souhaitez, et on reviendra sur d'autres abus de médicaments, prétendus abus de médicaments avec Marilyn Monroe dans une émission où on parlera des ovnis. Et oui, on parlera des ovnis du président Kennedy et de Marilyn Monroe, qui est aussi morte d'un abus de médicaments à un moment très précis de l'histoire de la divulgation ovni. C'était une petite parenthèse, puisque Marilyn Monroe était aussi considérée par Cobra, par une grande prêtresse, elle devrait incarner les énergies du divin féminin à une certaine période de l'histoire humaine. Voilà, je ferme ces parenthèses.
Et je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez. J'en ai fini avec le triple vortex Paris-Budapest-Venise, une histoire qui est sacrément intéressante, surtout lorsqu'on regarde les synchronicités dans les personnages qui ont incarné justement cette histoire, qui ont travaillé sur ces vortex. C'est quand même sacrément intéressant. Alors, je regarde, je sais pas, est-ce qu'il y a une question? Non, ah oui, merci à Jean-Michel d'avoir posté la photo du Temple de l'amour avec cette statue frelatée qui n'est pas celle de Vénus dans la photo actuelle. En tout cas, merci de nous l'avoir postée. Je regarde s'il y a une main qui se lève. Et à défaut, je continue parce qu'il nous reste encore quelque chose à dire. Donc les forces de la lumière ont communiqué qu'après plus de 1500 ans de fermeture, les temples de la déesse doivent être recréés à nouveau sur la surface de cette planète. Alors vous vous souvenez, c'était une des informations exclusives, un scoop que nous avait présenté Cobra à la conférence de Paris, qui nous disait il faut recréer des temples de la déesse à la surface de la planète. Donc cette fois-ci, il l'officialise en dehors du cercle fermé des participants à cette conférence. Donc cette tâche sacrée a été confiée aux sororités de la Rose, des espaces publics qui apportent l'énergie de la déesse à la population générale doivent être créés. Il peut s'agir de votre espace privé qui est ouvert au grand public, au moins quelques heures par semaine et qui peut apporter l'énergie de la déesse aux gens par des méditations, des danses, des lectures et de la musique, comme cette ode à Isis. Une ode à Isis, alors je ne sais pas si vous l'avez écoutée, allez, elle n'est pas forcément de tous les goûts, mais en tout cas, Cobra nous la propose et ça va nous permettre de faire un petit intermède musical. Pensez à vos questions si vous le souhaitez pendant ce temps, pendant ces quelques secondes d'ode musicale. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, je vous invite encore une fois à aller la découvrir si vous le souhaitez. Je ne suis pas sûr que la qualité sonore soit très bonne justement à travers ce partage de bureau. D'ailleurs, Ghislaine me dit qu'elle a un problème de voix assurée. Si vous pouvez vous exprimer, j'espère. Pour l'instant, personne n'avait réagi, donc je partais du principe que la qualité sonore de ma voix était correcte pour l'écoute. J'espère que ça passera justement dans le replay. En tout cas, désolé Ghislaine pour ton souci. Donc et ensuite il nous pointe oui, juste par rapport à ces 1500 ans de fermeture. Une petite remarque par rapport à ça. Il souligne que les forces de la lumière disent que après 1500 ans de fermeture, les temples de la déesse doivent être recréés. À quoi correspondent ces 1500 ans de fermeture? On peut se poser la question. Si on se projette 1500 ans en arrière, ceci nous ramène finalement vers l'an 500 à peu près. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé vers l'an 500? Je ne saurais trop vous dire, mais la chose que je peux vous dire, c'est que traditionnellement, les historiens font commencer le Moyen-Âge en 476. Donc, c'est la date de la déposition du dernier empereur romain Romulus Angustule par le chef barbare Odoacre. Donc, vraisemblablement, c'est bien la chute définitive de l'Empire romain qui a marqué la fin de ces temples de la déesse. Au moins à travers l'Europe. Voilà, donc une petite précision. Et donc ce besoin de recréation de temples est une annonce faite à tous si vous avez un espace personnel qui peut être ouvert au moins partiellement au public. Peut-être pourriez-vous recréer un espace de la déesse où vous pourriez y faire des animations, pourquoi pas faire des méditations, des lectures, des écoutes qui pourraient ancrer l'énergie de la déesse, et ceci pour le grand public. En tout cas, je vous renvoie
au compte-rendu qui a été fait. Merci Alain pour ton retour sur le son. Voilà. Et donc, oui, Chafinette. C'est Chafinette pour la surprise. Je crois que c'est le moment. C'est le moment. Alors vas-y, nous écoutons ta surprise. Ça marche. Donc toi, tu es passé très très vite sur l'extrait musical là de l'Ode à Isis. Par contre, moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et je l'ai écouté. Donc en fait, j'ai compris que c'était il y a 1 an à peu près en Égypte. Le gouvernement égyptien a organisé une grande parade, la parade la parade, je sais pas quoi, pharaon, Golden Parade, voilà. Et c'était dans ce contexte où ça m'a vraiment étonnée parce que pour des musulmans, remettre justement à l'honneur la civilisation pharaonique avec tout la symbolique, etc. C'était, pour moi, il y a un avant et un après parce que ça prouve qu'il y a un énorme changement déjà en Égypte. Ils acceptent, enfin, ils sont réconciliés avec leur héritage culturel qui est énorme. Et ils ont vraiment fait un magnifique spectacle. Dommage que c'était tombé pendant les périodes de Covid, etc. Je ne sais pas si ça a eu le succès que ça méritait, mais l'orchestre symphonique et toute la parade qu'ils ont organisée vraiment mérite d'être vue. Allez-y, vous faites Pharaon, Golden Parade Pharaon, vous allez voir tous les extraits, enfin tout ce que le spectacle. Et donc cette ode à Isis, elle m'a particulièrement interpellée. J'étais surprise d'entendre pour la première fois de ma vie parler en langue pharaonique, donc en pharaon. D'ailleurs, dans l'extrait qu'a mis Cobra, vous avez en dessous la prononciation et puis vous avez aussi la traduction. Alors, j'ai la chance de parler, lire l'arabe et de comprendre l'égyptien. Donc, j'avoue qu'en arabe, la transcription était beaucoup mieux faite qu'en anglais et en français. Et en écoutant cette chanson, moi, j'avoue que j'étais émue aux larmes. Je sais pas, c'est sorti comme ça. C'est tout ce combat que nous menons, tout est sorti. Et j'ai écouté les paroles et j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment agréablement surprise. C'est que en langue pharaonique, Isis, on l'appelle Esthète. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, en langue égyptienne, parce que l'égyptien c'est un arabe, mais mélangé avec des mots qui sont pas arabes. Et en Égypte, pour dire femme ou pour dire madame, on dit Esthète. Donc, mesdames, vous êtes toutes des déesses aujourd'hui en Égypte. Et si vous y allez, on vous appellera Esthète et votre prénom par la suite. Donc, vous êtes toutes des déesses jusqu'à maintenant en Égypte. Voilà. Génial, merci beaucoup pour ce cadeau, Chafinette. C'est super, tu viens combler justement ma négligence sur ce sujet et je t'en remercie infiniment. Et c'est vraiment super, je suis content de savoir, je ne savais pas que tu avais justement une expertise sur ce sujet-là, sur l'arabe. Peut-être qu'on pourrait envisager avec toi d'ailleurs une émission que je souhaite toujours faire, dont j'ai parlé sur le soufisme. Je ne sais pas si tu connais le soufisme. Et justement, en tout cas, voilà, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est vrai que je t'avoue, moi j'ai subi l'instruction, on va dire, République algérienne, donc on était loin du soufisme, tout ça. Hein. Et malheureusement, là-bas, on souffre des mêmes problèmes, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes sous une autre forme. Et malheureusement, notre culture, comme je te le disais déjà tout à l'heure, dans tous ces domaines-là, tout est à refaire, tout est à réapprendre. Et je suis pas calée en soufisme non plus. Alors que effectivement, c'est quelque chose de, je pense, très beau, mais qui est complètement négligé. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. C'était super, vraiment super. Et voilà, d'insister là sur cette golden parade des pharaons, c'est effectivement, c'est vraiment chouette. Alors, voilà, Esthète, c'est Madame. Voilà, vous apprenez un mot en égyptien. Madame Catherine, c'est Esthète Catherine. Voilà. Donc on vous appelle du nom d'une déesse. Je trouve ça, moi ça m'a vraiment, j'ai réécouté plusieurs fois, j'ai bien entendu. Oui, ben oui, Esthète c'est Madame, c'est la femme. Oui. Voilà. Et en tant que déesse, vous avez votre rôle à jouer justement au sein d'une sororité ou toute seule, peu importe, pour faire les exercices qui sont proposés justement du vortex de la déesse, du retour de la déesse, de la guérison des énergies sexuelles également.
qu'on a pratiqué dans notre dernier marathon spirituel. Donc, allez-y, activez votre pouvoir de déesse. Maintenant que vous avez compris que vous étiez une déesse, activez ce pouvoir-là. Vous avez sans doute un rôle à jouer, incontestablement. Si vous entendez cela, vous avez incontestablement un rôle à jouer. Voilà. Eh bien, c'est super. Alors, le lien d'après qui nous est donné, donc c'est goddesstemple.co.uk, donc c'est donc temple de la déesse en Angleterre. En fait, en réalité, donc il s'agit de Glastonbury, donc du temple à Glastonbury, qui a été évoqué justement par Cobra durant la conférence sans qu'il ait donné le nom. Donc c'est un lieu justement où il y a, en fait, ils organisent des activités justement pour restaurer à leur façon dans cette ville qui a un caractère un peu sacré, énergétique assez important dans la grille justement de la grille planétaire. Glastonbury est un site assez important. Et donc ils restaurent à travers des activités justement les énergies de la déesse. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, il peut y avoir aussi des choses profondément reconnectantes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, excusez-moi. Donc ces temples doivent être créés donc le plus rapidement possible pour soutenir la transition énergétique de cette planète. Et pour vous connecter à l'énergie de la déesse, vous pouvez également aller lire ce livre. Alors là, figurez-vous que Cobra nous pointe du doigt un livre en français. Pour une fois, profitez-en, jetez-vous dessus, j'ai envie de dire. Un livre français écrit par 2 Français, Serge et Élise. Merci infiniment pour leur contribution, qui étaient présents à la conférence de Cobra à Paris. Donc, ils tiennent un site internet qui s'appelle elixirdesagesse.com. Donc, vous allez, donc ils le proposent en e-book, mais je crois que c'est possible de l'avoir aussi en version papier. Donc, le retour de la déesse pour se reconnecter à l'énergie de la déesse. Et alors, moi, je vais même aller un tout petit peu plus loin. J'ai découvert les podcasts donc d'Élise vous verrez, si vous allez sur son site, vous les trouverez. Donc, c'est sur podcast.ausha.co. De la conscience à la supraconscience, des podcasts avec une belle énergie vibrante de déesse. Je vous les recommande vivement. Et à propos justement d'une belle énergie vibrante de déesse, cette fois-ci, je ne vais pas manquer de vous rappeler au souvenir d'Isis Astara, donc l'ancienne compagne de Cobra, donc que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer lors d'une conférence de l'Ascension avant qu'elle ne soit attaquée par la Kabbale et qu'elle décède. Et en fait, elle faisait un travail profondément reconnectant, justement. Et Cobra donc indique que c'était la dernière des grandes prêtresses. Elle n'a pas trouvé de remplaçante à l'heure où je vous parle, en tout cas au moment de la conférence, puisqu'une question a été posée à ce sujet-là. Et donc vous pouvez vous reconnecter à elle, donc à travers les sites qui sont présentés. Mais moi, je vais vous proposer de le faire à travers un petit audio pour que vous appréciez un petit peu justement les vibrations. Donc allez-y, c'est le moment. Faites travailler votre discernement vibratoire et essayez de vous connecter aux vibrations qui sont portées par la voix et par l'énergie de cette personne. Et vous comprendrez tout de suite de quoi il est question. C'est parti. And now, I'm inviting you to the Goddess journey. You can just close your eyes, make yourself comfortable, and just relax. Slowly bring the consciousness into this place, into this moment, here and now, and just relax. You can feel your feet on the ground.
Your spine is straight. Your breath is normal and relaxing. And slowly bring the consciousness up to the source and feel and see and imagine brilliant golden liquid light is coming down above your head. Alors je suis vraiment désolé, je suis sûr que vous entriez déjà en état second en écoutant cette voix magnifique qui incarne parfaitement justement à sa façon le divin féminin. Si vous souhaitez avoir le lien, eh bien je vais vous le mettre d'ailleurs sur le je vous le mettrai sur Victoria Luminis, une voix très inspirante, je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi qu'il en soit, est très vibrante et très inspirante, quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés en réalité à la fin de cette émission, puisqu'il ne reste plus qu'à dire victoire de la lumière pour avoir fini de lire cette mise à jour. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté des choses intéressantes. Et je vous invite, donc si vous le souhaitez, pour les quelques minutes qui nous restent, avant de mettre un terme à cette émission, à intervenir, à poser une question. Qu'avez-vous pensé de cette voix d'Isis Astara? La connaissiez-vous d'ailleurs? L'aviez-vous déjà entendue? Puisque certaines personnes qui sont arrivées sur ce paysage de tout ce qui tourne autour de la divulgation et de Cobra, peut-être elles sont arrivées après le décès d'Isis Astara, donc vous ne l'aviez peut-être jamais entendu auparavant. En tout cas, voilà, on peut utiliser ces supports pour se reconnecter à certaines vibrations dont nous avons grandement besoin à la surface de cette planète. Et merci encore à Chafinette pour tes apports. Alors, est-ce que des mains se lèvent éventuellement dans cette fin d'émission par rapport à tout ce qui a pu être dit? Beaucoup de choses ont été dites ce soir sur cette mise à jour de situation planétaire. Allez, on va remettre la spirale de la déesse pour terminer cette émission. Inutile de montrer le partage du site. J'attends encore quelques mains levées éventuellement. Donc merci Desmarie. Un grand merci à vous pour votre attention par rapport à cette émission. Donc le replay sera posté instantanément sur Victoria Luminis, instantanément après cette émission. Donc je rappelle donc lundi prochain une émission sur l'électromagnétisme. Tout, vous saurez tout sur l'électromagnétisme. Toutes les questions que vous avez pu vous poser, vous pourrez les poser à notre spécialiste Jean-Luc qui sera là pour répondre à vos questions. Vous allez comprendre pourquoi on nous cache beaucoup de choses aussi dans le domaine de l'électromagnétisme. Les scientifiques savent aussi nous cacher beaucoup de choses. Et le lundi, dans 15 jours, dans 14 jours, ce sera sur une émission donc sur le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité, à savoir le phénomène OVNI et les extraterrestres, sur les choses sur lesquelles il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à découvrir. Et nous nous baserons notamment sur les informations donc de Stephen Greer, le gatekeeper du phénomène OVNI. Mais gatekeeper veut dire aussi référence, pour ceux qui connaissent le terme. Je ne vois pas de main se lever. Eh bien, si c'est ainsi, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Et vous donner rendez-vous donc à notre prochaine émission lundi prochain. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup et merci encore Chafinette pour tes apports, c'était super. À bientôt. Au revoir à tous.